Salut les raboteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je réponds à vos questions. Alors tout d'abord, avant de commencer à répondre à vos questions, suite à mon accident, j'ai eu énormément de messages de soutien et de compassion par rapport à ce qui m'était arrivé. Donc, pour rappel, je me suis cassé l'avant-bras, donc j'ai à l'initial 45 jours, au final je me retrouve avec 60 jours d'immobilité. Donc j'ai ma vie familiale qui en pâtit et j'ai surtout ma vie professionnelle qui est mise de côté. Donc là actuellement je ne peux plus travailler. Donc plus de rentrée d'argent, donc c'est un moment assez compliqué et tous ces messages de soutien, ils m'ont énormément fait plaisir. C'était beaucoup de messages de sympathie et j'ai énormément apprécié tous ces petits messages de soutien et de réconfort. J'en ai beaucoup aussi sur Instagram qui se mettent à ma place et qui me disent mais comment tu fais? Et bien justement je répondrai, c'est pas des questions qui ont été posées mais c'est des questions qui sont posées au quotidien sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc j'ai rajouté quelques questions qui ont été posées auparavant. Donc on va partir sur alors j'avais demandé des questions sur tout, que ce soit la vie personnelle, professionnelle ou familiale, et il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur la vie professionnelle. J'ai quelques questions qui ont été sur la vie avant, mais c'est toujours en relation avec le métier que je fais actuellement. Donc on va commencer simple. Voilà, je m'appelle Kevin, j'ai 34 ans, j'habite en Touraine et actuellement je fais de l'agencement intérieur. J'ai comme étude, et ça va répondre à déjà deux questions, quel diplôme as-tu et donc quelle étude as-tu fait? Eh ben j'ai un bac STI génie énergétique option bois. Donc ce diplôme là c'était pour à l'initial faire des maisons ossature bois. Donc on calculait tout ce qui était les bilans énergétiques d'une maison ossature bois. Et on en faisait des projets au salon de l'habitat à Orléans où on montrait les maisons ossature bois. Donc c'est déjà ce domaine-là de l'ossature bois qui en ce moment est en pleine expansion. C'était un domaine qui était entre guillemets avant-gardiste, qui ne plaisait pas à tout le monde, mais maintenant on voit les effets de ces maisons-là. Tout le monde veut en construire parce que c'est des bilans énergétiques extrêmement forts. Donc du coup je vais répondre à une autre question qui est par rapport à ces études, est-ce que j'ai pu ouvrir ma société facilement? Avec ce diplôme-là que j'ai pu ouvrir ma société Chambre des artisans, Chambre des métiers, parce que ce diplôme le permettait. Après, selon ce que moi j'ai étudié, je n'ai pas toutes les compétences d'un menuisier agenceur à proprement dit. C'est pour ça qu'à partir de septembre, je l'espère, je vais passer un BEP ou un CAP, je sais pas trop comment encore, je suis en pleine recherche dans un établissement scolaire où je vais ne faire que de l'atelier. Donc il va falloir que je jongle entre mes chantiers et les cours, de façon à avoir un vrai diplôme d'agenceur pour en connaître toutes les facettes, toutes les techniques. Parce qu'il me semble que c'est la base d'avoir toutes les bases du métier. Comme coller du stratifié, je n'ai jamais pratiqué et si j'ai une demande, je vais être bloqué. Donc voilà, j'ai plein de petits trucs comme ça où j'ai énormément à apprendre, j'ai énormément de lacunes sur beaucoup de choses. Et pour l'instant, c'est vrai que ma société se concentre sur ce que je sais faire et ce que j'ai appris. Donc voilà, donc c'est un projet que je vais avoir là à très court terme, de façon à, entre guillemets, avoir le vrai statut d'agenceur et pas avoir la société d'agencement sans le réel diplôme en tant que tel. Après, si j'avais pas eu le droit ou les compétences, je pense que la chambre des métiers ou des artisans m'aurait dit maintenant c'est pas suffisant.
Donc c'est vrai que dans les études que je faisais, j'avais la pratique les machines pour débiter le bois, voilà, la scie à panneau verticale, la scie à format, voilà, j'ai utilisé quand même les machines, mais je n'ai pas toutes les bases de l'agencement à proprement dit. Ensuite, qu'est-ce que j'avais comme question? Et donc là, on va sortir un petit peu du domaine personnel, on va vraiment rentrer dans le domaine professionnel. Alors, j'ai une question qui était: depuis quand pratiques-tu ton métier? Alors, mon métier, j'ai officiellement ouvert ma boîte en mars 2021, en pleine période Covid. Et je vais répondre en même temps à une autre question qui était qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette société et qui t'a encouragé à le faire? Donc, je l'ai ouvert en mars. Mais c'était une réflexion qui était déjà longue depuis un petit moment. J'ai fait des projets pour la famille, pour des amis, pour moi-même. Et en fait, j'adorais ce travail parce que, pour revenir un petit peu en arrière par rapport à mes études qui étaient dans le domaine du bois, je suis parti dans des domaines complètement différents. Je suis parti dans le transport, je suis parti dans le domaine alimentaire, dans le domaine coursier, et en fait, je m'y retrouvais plus, et j'ai eu ce petit déclic pendant le confinement où je dis mais en fait ce que je fais ça me plaît pas, j'y vais, c'était uniquement alimentaire et je m'épanouissais pas dans mon travail, et là où c'est très important, et je sais que Floki en a parlé il y a pas si longtemps que ça dans une de ses vidéos, c'est d'être accompagné. Et moi je sais que c'est ma femme qui m'a poussé à aller à sauter le pas, à m'engager dans cette création d'entreprise. Et je pense que sans elle, je l'aurais peut-être pas fait tout de suite. Parce que je suis quelqu'un de très prudent, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien anticiper les choses. Et je me dis, bon, voilà, j'ai 34 ans, au final, elle a peut-être raison, il est peut-être temps de se lancer, sinon je vais le regretter toute ma vie. Donc si j'ai été motivé, c'était par une personne, c'était ma femme, je leur remercie. Elle m'a beaucoup aidé, elle m'aide encore énormément. Pour tout ce qui est comptabilité, tout ça, moi je suis un peu tout ce qui est manuel, et puis c'est vrai que tout ce qui est administratif, heureusement, elle c'est son domaine, donc elle m'aide beaucoup là-dedans. Et ouais, c'est elle qui m'a vraiment aidé à sauter le pas. Et je l'en remercie énormément. Ensuite, j'ai une question qui me disait: est-ce que le métier de menuisier agenceur, est-ce que c'est un métier qui est prospère? Alors c'est une question qui est assez compliquée. Il y a énormément de travail dans le domaine, il y a beaucoup de demandes. Après, ce qui va permettre au métier d'être prospère, ça va être la qualité de travail que tu vas apporter au client. Actuellement, je ne fais pas ou très peu de pub. Je ne marche et je ne fonctionne qu'avec le bouche à oreille. Alors j'ai pas des plannings de dingue parce que j'ai même pas un an d'ancienneté et d'existence. Donc je suis encore toujours dans la création de mon carnet d'adresses et de recherche de clients. Mais je ne fais actuellement que du bouche à oreille, et le bouche à oreille, c'est ce qui me permet de prospérer. Si on a des clients qui sont satisfaits par le travail que tu as apporté, parce que tu rends un chantier propre, parce que c'est conforme à la demande du client, c'est conforme au devis, c'est conforme au plan que tu as fourni au client, le client il est satisfait, il va en parler autour de lui, et c'est ce qui va permettre de prospérer sur ce métier. Ensuite, j'avais une autre question qui disait: les magasins écrasent-ils pas le métier de menuisier? Alors c'est vraiment deux domaines différents. En France, on est dans un système d'ultra consommation, de consommation rapide, c'est-à-dire qu'on prend, on achète et on renouvelle plusieurs fois dans sa vie son mobilier parce qu'on se lasse, parce que et en fait, ce mobilier-là, c'est du mobilier jetable, c'est-à-dire que c'est pas de la grande qualité. Quand on voit un meuble TV à 20 balles, c'est clair qu'un menuisier agenceur, lui, ne va pas faire un meuble à 20 balles. C'est pas possible, c'est même pas le coût des matières premières. On parle pas des volumes parce que tout ce qui est grosses multinationales et grosses entreprises, elles arrivent à négocier des prix à la baisse parce qu'elles ont des volumes énormes. Là, on parle vraiment de deux domaines différents. On parle d'un artisan. L'artisan, lui, il va faire peut-être 50 ou 60 créations dans l'année, et encore, peut-être que c'est énorme.
Mais par contre, c'est quelque chose c'est des meubles, c'est des conceptions qui vont durer dans le temps. Et ça, petit à petit, les mentalités des gens changent. On revient petit à petit sur du traditionnel, sur de la qualité. Parce que moi, le premier, j'ai acheté dans ma vie plusieurs canapés. Voilà, et puis 400-500 balles, et puis au bout d'un an, voilà, tous les matelas, tous les coussins sont affaissés, et on se plaint, bon bah faut en racheter un autre. Et au final, on a mis bout à bout d'avoir acheté 3-4 canapés. Bah si on avait acheté tout de suite un très bon canapé à 3-4 000 balles, de qualité, fait par des vrais artisans passionnés, et ben du coup on aurait gagné notre temps et notre argent. Donc c'est vraiment deux domaines différents. Donc est-ce qu'ils écrasent le métier de menuiserie en tant que tel? Oui, par les prix. Et ça, malheureusement, un artisan, n'importe quel artisan ne peut pas s'aligner au prix des magasins. Mais c'est vraiment deux choses différentes. Quand on va aller chez Ikea, pour pas les citer, et qu'on veut un dressing sur mesure, ou enfin des dressings standards, j'ai envie de dire, on va acheter un caisson, bah tiens, il va s'adapter ici, mais il y aura toujours ce petit espace en haut, ce petit espace à gauche, à droite. Et ce que nous, artisans, on va pouvoir apporter, bah c'est ça, c'est les 20 cm qui manquent à gauche, c'est les 30 cm qui vont à droite, c'est la modularité, le choix des matériaux. Donc, ils sont vraiment, c'est vraiment des métiers très 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 différents. Même si on peut pas lutter, quand on va chez un client, qu'on lui propose un meuble TV, un dressing, je sais pas, un dressing à 1500 €, bah c'est sûr, on peut pas lutter contre un dressing à 300 balles à Leroy Merlin. Voilà, clairement, on peut pas s'aligner. Mais par contre, nous, on va apporter un savoir, on va apporter des compétences, on va répondre à une problématique que les magasins ne vont pas avoir, parce que c'est standard et c'est pas autrement. Et si on va dans ces magasins pour apporter du sur-mesure, demander du sur-mesure, vous allez voir tout de suite que les prix vont énormément augmenter. Et au final, on n'est pas si loin qu'un artisan. Donc autant faire travailler les artisans du coin. D'une, ça fait fonctionner le marché local, et puis c'est le côté, enfin moi le premier, c'est le côté satisfait d'avoir fait travailler quelqu'un qui est à côté, et je sais que ça sera bien fait. Voilà. Ensuite, j'avais comme question, quels sont les outils essentiels pour commenter, pour débuter? Et j'avais une autre question dans le même principe. Alors, pour débuter dans le bricolage du bois ou commencer dans le métier? Donc c'est deux questions différentes, donc c'est parce que c'est pas la même utilité. On va être, par exemple, pour les outils pour débuter, on va plus partir sur une gamme dite tout public qu'on va trouver dans les GSB, les grands magasins de bricolage type Leroy, Casto ou Brico-Dépôt ou autres. Pour commencer, pour se faire plaisir, moi j'ai commencé avec 3 fois rien, donc après tout va dépendre de ce que vous aimez travailler. Si vous aimez travailler le massif ou le mélaminé, si on va partir sur du massif, quand je dis massif, ça va être le bois de palette pour commencer, parce que le bois il est très cher actuellement. On va acheter peut-être une petite rabot d'ego, une petite scie sur table, et puis une bonne ponceuse, et je pense que c'est largement suffisant pour commencer à se faire plaisir. Une petite scie à ruban, et pareil, on reste dans des entrées de gamme où l'outillage ne va pas coûter plus de 200 ou 300 €, et je pense que c'est largement suffisant. Après, si on veut débuter dans mon domaine, déjà, alors là ça va être différent, parce qu'on va rentrer dans une gamme d'outillage différente, sur une gamme professionnelle ou semi-professionnelle, qui demande un usage au quotidien, donc du coup qui doit supporter ce côté intensif entre guillemets. Donc moi je dirais que l'idéal pour commencer dans mon métier, corps de métier, il faut non pas forcément une scie à format, même si une scie à format aide énormément pour le débit, tout ça et tout. Je dirais que moi il faut une bonne scie plongeante avec son rail de bonne manufacture, donc je dirais bien du Bosch ou du Makita pour commencer, c'est très bien. Après, c'est vrai que moi là j'ai tendu sur du Festool, parce que en termes de qualité de précision on est un cran au-dessus, et en termes de qualité on est aussi un cran au-dessus, mais on est aussi un cran au-dessus niveau tarif. C'est pour ça que ce type de matériel qui est destiné pour les professionnels a un coût, mais c'est parce qu'on l'amortit très vite. Ensuite, hormis la
la scie plongeante, qui est pour moi un indispensable dans le métier. On va avoir, pour moi, la ZP2, donc la lamello ZP2, qui permet de faire des assemblages invisibles ou quasi invisibles. Pour moi, c'est un indispensable dans l'agencement. C'est n'importe quel agenceur à cet outil qui permet de faire des jonctions de planches ultra costauds et très esthétiques. Ensuite, on va retrouver les indispensables, les marteaux, les équerres, les tournevis, les machins. Mais en termes d'outillage, on n'a pas besoin de beaucoup plus. On va avoir besoin d'une scie sauteuse pour découper les entourages de plaques électriques, une bonne perceuse, une bonne visseuse, que ça soit en 10, en 12 ou en 18 volts. Et voilà, il faut pour moi au moins 2 visseuses, une qui perce et une qui visse, pour éviter de s'amuser à changer les embouts. Et puis après, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 choses pour commencer. Moi, j'ai commencé avec ma scie plongeante. Et puis c'est tout. J'ai pas commencé avec la Zeta qui est à un coût énorme. J'ai commencé à faire des assemblages type Leroy Ikea, vous savez, c'est la petite vis avec la petite bague en ferraille qu'on vient serrer. Voilà, j'ai acheté ces premiers gabarits et j'ai fait mes assemblages comme ça. Au tout début, je faisais tous mes assemblages en vis biaise. Et bien voilà, avec le temps, j'ai réussi à gagner un peu d'argent sur la société, j'ai réinvesti et maintenant j'ai le matériel que j'ai aujourd'hui et j'en suis très content. Et puis voilà. Et puis par contre, un autre truc aussi que j'ai oublié de préciser en termes d'outillage, enfin c'est pas un outillage, par contre c'est ultra important que ça soit dans l'atelier ou chez le client, un bon aspirateur. Parce que du coup, quand vous allez travailler chez le client, parce que moi je ne travaille pas sur place, je fais beaucoup de conception chez le client parce que les murs sont pas droits et qu'on a besoin d'être au millimètre près, et voilà. Donc je fais beaucoup de conception sur place. Et du coup, un bon aspirateur, ça évite d'en foutre partout chez le client. Et puis, ça permet aussi de rendre la maison ou la pièce nickel quand on a fini le chantier. Donc voilà, moi, je dirais c'est 3-4 outils. Donc la scie plongeante, la Zeta, un bon aspirateur. Et puis c'est tout. Après, si on veut partir sur le massif, il va falloir bien sûr une affleureuse, il va falloir une scie radiale, il va falloir une scie sur table, il va falloir une défonceuse, il va falloir plein d'autres outils. Il va falloir aussi potentiellement la domino de chez Festool qui permet de faire des assemblages ultra résistants. Donc c'est le principe des fautes non mortaises. Voilà. Après, tout va dépendre vers quel secteur on va se diriger. Moi, c'est vrai que au début, je voulais partir sur le bois. C'est un domaine qui est assez compliqué en termes de tarification, donc les clients n'en trouvent pas beaucoup parce que du coup, ça a un coût. Et le fait de partir dans le mélaminé, même si c'est une matière qui est compliquée à travailler, on trouve plus facilement. Enfin, moi, à l'heure actuelle, je trouve plus facilement des clients et des chantiers sur du mélaminé. Donc c'est vrai que je me suis équipé plus pour le mélaminé. Ça veut pas dire par contre que je ne fais pas de chantier en bois massif. Voilà, j'en fais quelques-uns, mais c'est pas le gros de mon activité. Ensuite, par rapport à ce que je viens de dire, j'avais une question qui était: quel est l'assemblage le plus costaud avec le mélaminé? Alors le mélaminé, on sait que c'est un bois qui est assez friable parce que c'est des morceaux de bois qui sont agglomérés avec de la colle et sur lequel on vient rajouter une couche de mélaminé. Le mélaminé, c'est la petite couche de finition qu'on va avoir ici sur les planches. Il y a du blanc, il y a du coloré, il y a du texturé, tout ça. C'est quelque chose qui est très cassant. Donc quand on va venir percer en façade comme ça, c'est assez résistant. Mais dès qu'on va venir percer dans le côté bois, c'est très friable. J'ai commencé à faire mes dressings, moi, avec des vis biaises, et je me suis rendu compte qu'avec une mauvaise manip, ça pouvait vite s'éclater, et un mélaminé qui est éclaté, la planche elle est morte. On peut racheter une planche, on peut recouper une planche, et on recommence. Pour moi, le plus costaud, même si les vis d'assemblage type Ikea là sont très résistantes, pour moi la fixation Zeta c'est ce qu'il y a de mieux.
Après, en termes de résistance, il y a aussi les vis d'assemblage. Donc c'est des grosses vis sur lesquelles on vient percer avec un forêt étagé. Je l'ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos. Ces grosses vis, c'est des vis d'assemblage qui sont très grosses. Et contrairement à une vis à bois, elles vont venir comprimer et maintenir le bois qui a comme une très forte résistance et qui maintient vraiment et qui évite l'éclatement du fait d'avoir le forêt étagé qui prend bien le diamètre exact de la vis un tout petit peu plus court et du coup c'est vrai que ça s'éclate pas. Par contre à choisir, je vais choisir quand même le système de chez Lamello. Ensuite, j'ai une question que je reviendrai pour toi. Un conseil sur l'outillage pour débuter au niveau des gammes de prix. Je l'ai déjà posé. Comment t'es venue la passion du bois? Alors, initialement, j'avais pas de passion particulière pour le bois proprement dit. J'ai dans la famille beaucoup de métalliers, de chaudronniers. Donc c'est vraiment un domaine complètement à part. Par contre, là où j'ai aimé travailler le bois, c'est qu'on retrouvait la même minutie qu'on avait dans le domaine du métal. C'est-à-dire que c'est des prises de cote, de la découpe, de l'assemblage. Et en fait, la passion du bois est venue en pratiquant petit à petit dans mon atelier, qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, mais dans mon petit coin, le fait de découper, l'odeur du bois, le toucher, c'est venu petit à petit. Voilà, après, je dirais pas que c'est une ultra grande passion. Par contre, c'est quelque chose que j'adore travailler. Je dirais pas de là dire que je vis que pour le bois. C'est pas une grande passion de ouf. Par contre, le travailler, de se casser la tête de façon à partir d'une planche basique et d'en construire quelque chose, là, par contre, c'est là où je trouve le vrai plaisir. Et quand je me lève le matin et que je vais sur un chantier, j'y vais par culon, j'y vais avec mes tripes. Alors certes, c'est pour moi, c'est mon entreprise, donc forcément, on n'a pas les mêmes envies que quand on va travailler pour un patron. Mais j'ai ce plaisir de dire, je vais à partir de rien concevoir quelque chose. Et c'est là où je prends mon vrai kiff. Et là, on pourrait dire que c'est une passion parce que c'est plus la passion de la conception, de partir de rien pour réussir à faire quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que j'avais comme question? Quels outils ne trouves-tu pas adaptés pour un gaucher? Alors, il y en a plusieurs. On va partir déjà sur tout ce qui est ponceuse, tout ce qui est scie sauteuse, tout ce qui est petit électroportatif. Généralement, l'évacuation pour un gaucher, elle est donc l'évacuation sur les outils est souvent sur la droite. Et moi, quand je viens prendre de la main gauche, je me tape toujours le tuyau qui vient en buter sur moi, et c'est vrai que ça vient tout le temps me gêner. Donc je dirais tout ce qui est petit électroportatif, que ce soit les ponceuses ou les scie sauteuses, là ça me gêne vraiment. Après tout ce qui est scie plongeante, l'évacuation est axiale, donc que ça soit à gauche ou à droite, de toute façon c'est pas gênant. Je ressens pas de gêne en tant que gaucher pour travailler. Après c'est vrai que il a fallu que je m'adapte sur certains outils, mais sinon après je ne ressens pas de gêne particulière. Quels outils te manquent-ils pour ton activité? Alors, comme n'importe qui, il manque beaucoup de choses. Il manquera toujours quelque chose. Dans l'immédiat, qu'est-ce qui me manquerait? Je dirais la domino de chez Festool, parce que ça me permettrait de faire peut-être plus de massif et de me forcer à faire plus de massif, que ce soit personnel ou pour mes chantiers. Ça c'est un outil que je regarde depuis un moment, et peut-être que je sauterai le pas assez rapidement pour pouvoir travailler un peu plus le bois. Et qu'est-ce qui me manque? J'aimerais changer un petit peu ma petite Rabot d'Ego, qui est une entrée de gamme de tout public, qui est une McAllister que j'ai acheté Casto de mémoire. Ouais, c'est ça, ma Casto en main. Et j'aimerais passer sur une vraie Rabot d'Ego, type UREM 310, ou enfin voilà, une vraie Rabot d'Ego pour pouvoir faire du travail de qualité et de permettre de faire un peu plus de débit sans mettre à mal la machine. Sinon, après en termes d'outillage,
Pas spécialement, j'ai ce qu'il faut pour travailler, je ressens pas de manque particulier. Après, là où je vais avoir des manques, c'est sur des accessoires, sur des gabarits qui vont me permettre de gagner du temps. Comme il y a le gabarit de chez Etige, par exemple, pour percer les trous des charnières invisibles, par exemple. Plein de petits trucs comme ça, c'est des gabarits qui permettent de gagner du temps. Mais c'est pas des outillages en tant que tel. Ensuite, après, sur mon activité, je ressens pas de manque dans l'immédiat. Après, quand j'ai des chantiers où j'ai une problématique d'outillage, je réfléchis à est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas, et est-ce que je vais l'amortir sur mes futurs chantiers. Comme là, j'avais un gros chantier de décapage j'avais un décapage de plancher pair, j'avais qu'une petite ponceuse 10 volts. Bon, voilà, j'ai acheté la grosse en 150 de chez Bosch Pro. Je l'ai acheté parce que j'en avais un besoin sur un chantier, et au final, je m'en suis rendu compte qu'après, sur mes autres chantiers, ça m'a été utile. Donc voilà, j'achète en fonction des chantiers et j'amortis sur les chantiers d'après l'outillage que je viens de prendre. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Parce que j'ai essayé de condenser un petit peu. As-tu des imprécisions sur ta scie sur rail pour la conception de tes caissons par rapport à une scie à format? Alors forcément, la scie à format, il y a un rail, il y a le guide perpendiculaire, on vient mettre la butée et on va pouvoir faire du débit. Une fois qu'elle est bien réglée, la scie à format, il n'y a pas de souci, c'est tout le temps perpendiculaire ou parallèle et on y va, on débite. Est-ce que j'ai des imprécisions avec mes découpes? Non. Pourquoi? Parce que je prête toujours attention quand je vais venir prendre une cote et que je vais venir la reporter pour recouper. Quand j'ai 4 ou 5 planches identiques à faire, si je vais les aligner les unes sur les autres, j'ai moins d'un dixième de millimètre d'écart, quoi. C'est vraiment infime. Et c'est dans 99,99% des cas perpendiculaire, parce que je prends soin à pas aller trop vite pour faire des découpes propres, tout simplement. Donc, j'ai des imprécisions. Non. J'ai une perte de temps. Oui. Contrairement à une scie à format où on va pouvoir gagner du temps, forcément, avec une scie sur rail, je vais faire le même travail, mais moins rapide. Tout simplement. Donc, j'ai des imprécisions. Non. À condition que la pièce soit bien tenue, à condition que le rail soit bien tenu à la pièce, et à condition de respecter le matériau. C'est-à-dire que si on prend une scie avec 50 dents pour couper du massif, va falloir forcer, c'est un coup à ce que le guide se décale et tout. Donc tout en respectant et l'outillage et les matériaux, on arrive à faire du travail plus que correct, sans forcément travailler sur l'imprécision. Comment choisir son mélaminé et comment choisir sa quincaillerie? Alors voilà, c'est au goût de chacun. Moi, j'ai essayé plusieurs fournisseurs de mélaminé. Tant par la palette de finition, tant par la qualité du bois, la qualité des champs. Et là où moi je m'y suis retrouvé en rapport qualité-prix, c'est chez Panofrance, c'est mon fournisseur exclusif, je ne me fournis que chez eux. La proportion colle bois, il y a plus de bois que de colle, ce qui lui confère une planche moins souple que des planches qu'on va trouver en 18 mm à Leroy Merlin. Là, sur du Panofrance, on va se retrouver avec du 19 mm de base. On va avoir des champs ABS, donc qui va lui conférer un meilleur esthétique et une meilleure résistance au choc si ça tombe. Un choix de palette, de couleurs et de finition à l'infini. Donc, j'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé France Contreplaqué, j'ai essayé l'entreprise Barillet, j'ai essayé Leroy, j'ai essayé Casto. Et parce que mes premiers chantiers, clairement, pour moi, Panofrance, par exemple, c'était inaccessible en termes de prix. Et je me suis rendu compte que renier sur le prix par rapport à la qualité, c'est pas bon.
Maintenant je ne fais que du panneau France, sauf demande exceptionnelle du client, où là je vais aller faire avec les planches Leroy Merlin. Ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive encore. Donc comment choisir le mélaminé? Il faut tester. Il n'y a pas 50 000 solutions. Faut tester les matériaux et voir comment on a le ressenti sur le matériau. Moi, du mélaminé Leroy Merlin, quand je le coupe, si je fais pas attention, l'éclat il est vite fait parce que le mélaminé est tellement fin. C'est à moitié du carton, c'est tellement fin que du coup ça se déchire et c'est pas beau. Autant avec le panneau France, quand je vais venir le couper avec une bonne lame, mais la spéciale mélaminé, les découpes sont droites, ça s'éclate pas et je gagne beaucoup de temps par rapport à ça. Ensuite, en termes de quincaillerie, il y a des milliers de quincailliers à travers la France. J'ai essayé Foussier et j'ai essayé Le Galet, j'en ai pas essayé 50. Et mon avis s'est arrêté chez Le Galet, d'une parce que j'ai un copain qui est commercial chez Le Galet, donc forcément ça a un petit peu dirigé l'endroit où j'allais me fournir. Mais comment choisir ta quincaillerie? C'est pareil, en fait, j'ai envie de dire, il faut tester la qualité, il faut tester aussi par rapport au prix et ça, malheureusement, il n'y a qu'en testant qu'on va pouvoir savoir si la quincaillerie est bonne. J'ai acheté plein de quincailleries au début où j'ai voulu me faire du stock. Bah, malheureusement, j'ai fait la connerie de faire du stock sur de la quincaillerie qui était mauvaise. Et c'est comme ça que j'ai changé petit à petit. J'ai cherché jusqu'à trouver la quincaillerie qui était adaptée à mon travail. Et malheureusement, il faut tester, il faut dépenser un tout petit peu d'argent pour essayer d'aller sur de la quincaillerie qui me convient et qui convient à mes clients. Donc voilà, principalement, je me fournis chez Le Galet pour tout ce qui va être visserie, consommable de ponceuse, les charnières, les coulisses, les poignées de porte, les barres de penderie, enfin voilà, vraiment tous les systèmes de mécanismes d'ouverture de porte, que ça soit des push to open ou tout ça, je me fournis principalement chez Le Galet. Ensuite, peux-tu faire un retour rapide sur ta scie plongeante Bosch Pro? Alors ça fait maintenant un tout petit peu plus d'un an. Il me semble que ça fait un peu plus d'un an que j'ai la scie, où j'ai acheté tous ces accessoires, la housse, les rails, les rallonges, les connecteurs et les pinces. J'en suis très content. Même à l'heure aujourd'hui où je vous parle, je l'utilise encore parce que j'ai pas encore reçu tout ce qu'il me faut pour travailler avec ma scie plongeante Festool. Il me manque tout d'abord un rail de 80, il me manque les pinces, il me manque la lame. Ça devrait arriver d'ailleurs dans les prochains jours parce que j'ai passé commande. Mais la scie Bosch, franchement, elle m'a sauvé la vie sur beaucoup de choses et je trouve que son côté comment dire, le poids, la précision, j'ai pas ressenti de problème particulier avec cette scie. En plus, c'est une scie qui est abordable, qui est pas encore excessive, qui est pas très chère et qui a beaucoup de puissance. Là où je vais mettre un tout petit holà par rapport à ma vidéo de démonstration, parce que maintenant j'ai plus d'un an de recul avec une utilisation quotidienne ou quasi quotidienne, j'ai peut-être sur cette scie des micro-réglages qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire que si vraiment il y a un faux décalage sur tel ou tel truc, sur un angle ou quoi, il faut régulièrement régler pour avoir une découpe bien perpendiculaire ou quoi. Donc ça bouge assez régulièrement, donc c'est à vérifier assez souvent. Après, c'est une contrainte sans en être une. De base, n'importe quel outil qu'on doit utiliser, on doit forcément contrôler avant d'utiliser, que ça soit une scie sur table, on va vérifier qu'on est bien à 90 degrés, sur une rabot d'ego, on va bien vérifier que ses fers sont affûtés. Il y a toujours, on va vérifier que son plateau, la table elle est bien parallèle. Enfin voilà, il y a plein de choses à vérifier sur n'importe quel outil. Et sur la Bosch, le seul point négatif, voilà, c'est la précision qui est un peu fastidieuse à faire, elle est un peu chiante, mais on y arrive quand même.
Donc si je devais la conseiller, et je redirais la même chose que j'ai fait lors de la démonstration de cette machine, c'est que vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une très bonne machine. Moi ce que je conseille avec cette machine, c'est d'utiliser les lames Freewood. Je les utilise depuis peu, ça va faire peut-être 2 mois, 3 mois peut-être que j'ai ces lames là, et franchement c'est une bête de compète en termes de précision, ça avale le bois et c'est franchement nickel. Donc s'il y en a qui avaient des doutes entre Bosch, Makita, Festool ou autre marque, clairement Bosch, elle est peut-être un tout petit peu plus chère que les Makita, et encore je sais pas, je pense que c'est les mêmes gammes de prix, mais vous pouvez y aller franchement les yeux fermés, c'est une très bonne machine. À savoir par contre que tout ce qui est accessoire à côté, bah forcément ça va grimper le prix et ça monte vite quoi. Voilà. Ensuite j'avais comme question, es-tu content de ta Zeta? Ouais, ouais, j'en suis très content. Je pense que si j'avais su l'utilité de cette machine plus tôt, je pense que je l'aurais acheté dès le début, avant même d'avoir acheté une scie sur table ou quoi aux caisses, parce qu'au final, la scie sur table avec le mélage, je l'utilise très peu. La Zeta, je l'utilise tout le temps, et je sais même pas comment j'ai pu m'en passer avant. Alors forcément, il y a le coût, parce que c'est un achat qui est pas négligeable. Mais c'est vrai qu'au début j'ai eu du mal. Pour être honnête, j'ai eu du mal à l'utiliser au début parce que j'étais habitué avec mon gabarit de vis excentrique et que je faisais mes assemblages comme ça et que j'avais une routine et que je trouvais que je gagnais du temps et que quand j'utilisais la Zeta, forcément j'avais un manque de pratique, j'avais un manque d'organisation et je trouvais que je perdais du temps. Il a fallu que je me force au début à l'utiliser. Et maintenant, s'il fallait que je revienne en arrière, c'est mort. Je le ferai pas. Cette machine, pour moi, c'est la Rolls-Royce des lamelleuses. C'est un peu comme la Domino chez Festool, quoi. C'est vraiment elle a un domaine particulier, c'est l'agencement. Elle fait du travail. Elle est redoutable sur n'importe quelle matière, que ce soit du massif ou du mélaminé. C'est vraiment une machine top. Par contre, voilà, c'est le prix qui va avec le frein et c'est plus une machine qui est destinée un professionnel, ou alors si quelqu'un a de l'argent, qu'il a envie de se faire plaisir, il peut l'acheter, mais ça sera pas amorti tout de suite. Moi je sais que la Zeta est très vite amortie parce que je l'utilise au quotidien sur mes chantiers et ouais voilà, s'il fallait que je fasse la promotion de la Zeta, je serais le premier parce que c'est vraiment une machine, c'est un petit bijou de technologie, elle est vraiment géniale, elle est super bien pensée et tout ce qui est consommable ça a un coût, mais ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup. Ensuite, alors j'ai une autre question sur les tiroirs, j'y répondrai plus tard. J'ai une question qui me dit comment gères-tu ta boîte? Comment je gère ma boîte? Comment je la gère pas peut-être parce que du coup comment je fonctionne, je vais chez les gens, je fais mes devis, enfin je fais les maîtrisés, j'écoute les clients. Je rentre à la maison, je fais mes plans 3D, je les fournis et je fais mes devis. Après, tout ce qui est à côté, tout ce qui va être qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je dépense sur chaque chantier, qu'est-ce que je vais payer comme charge, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais garder pour la voiture, pour le camion, qu'est-ce que je vais dépenser pour les assurances, pour le machin, tout ça et tout. Tout ça, en fait, je le gère, mais de très loin, de très loin. Je suis à des années-lumière d'être un très bon gérant. Ma comptabilité sur informatique correspond à mon compte en banque, hein, c'est au centime près, ça correspond, je suis dans les clous, mais parce que j'ai ma femme qui est comptable et qui est dedans, qui m'a fait des fichiers Excel, comme il y a Benoît qui a fait une vidéo il y a pas longtemps sur des fichiers Excel, et ben moi j'ai commencé comme ça et je fonctionne toujours comme ça sur mes fichiers Excel pour qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais dépenser, comment je vais calculer mon devis et machin et tout ça, et du coup c'est vraiment ma femme qui sans elle je pense que je serais perdu, je pense que clairement je serais pas aussi clean que là. Pareil, les devis, quand je vais devoir faire une demande de devis fournisseur, c'est vrai que c'est ma femme qui envoie les mails, qui en mon nom bien sûr, hein, mais c'est vrai que tout ce qui est administratif, j'ai du mal. Faudrait que je m'y mette un peu plus, mais comment je la gère? Bah je la gère pas. Voilà, tout simplement. Je suis pas
Je suis pas un très bon gérant par rapport à ça. Par contre, voilà. Moi, je gère tout ce qui est manuel. Et puis voilà. Ensuite, j'avais une question qui était sur la conception des tiroirs où je suis pas assez clair, parce qu'apparemment je suis assez clair dans la conception des dressings, mais sur les tiroirs je suis flou et très flou. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que j'utilise pas forcément les méthodes traditionnelles et j'ai pas envie de vous montrer des bêtises. Je peux vous montrer les bases. Quand on va utiliser des tiroirs dans un dressing, dans une cuisine, on va utiliser des tiroirs, des coulisses par exemple, avec un petit retour, et on va venir clipser le tiroir. Donc quand on utilise ces coulisses, là souvent c'est du Bloom ou du Etich, des trucs comme ça. Il faut utiliser des parois de 16. Et j'ai pas forcément les finitions en 16 mm de la couleur du dressing. Donc ce que je fais, moi je fais un caisson avec le même bois que le dressing, donc forcément je suis en 19 mm et je suis obligé d'utiliser des coulisses standards comme ça. Donc bien sûr il y a l'amortisseur, il y a le frein. C'est des coulisses à port de charge de 45 kg, donc forcément je suis limité en termes de largeur, enfin de longueur de tiroir, je vais pas aller au-delà de 60-70 cm. Et donc du coup je vais utiliser ces types de coulisses. Et comment je conçois un tiroir, c'est assez simple en fait. Si j'ai un caisson, on va dire de 60 intérieur, je sais que je vais avoir mon jeu de coulisses. Les deux assemblés font 2,4 mm. Donc je sais que mon caisson fait 60, je vais enlever les 2,4 mm et je vais avoir mon côté extérieur de mon tiroir. Tout dépend après si on va mettre les côtés sur le fond ou sur les côtés. Si on met sur les côtés, il va falloir, pour déterminer le fond du tiroir, enlever 2 épaisseurs de 19 mm en plus, et on va avoir la cote en largeur du tiroir. Je ne sais pas si j'arrive à me faire expliquer, à me faire comprendre correctement. J'essaierai de vous faire une vidéo explicative de comment je conçois les tiroirs avec ce type de coulisses. Et puis après, pour la profondeur, si on est sur un caisson de 50 cm, on va plus partir sur des coulisses de 45 qui va permettre d'avoir un jeu et de pas venir taper le fond du mur. Si on est sur un caisson de 55, on va partir sur des coulisses de 50. Si on va partir sur des caissons de 60 de profondeur, on va partir sur des coulisses de 55. Et moi, principalement, j'essaye de prendre des sorties totales avec un amortisseur et un frein en fin de course, quoi. Voilà ce que j'utilise. Donc je ferai vraiment une vidéo spécifique par rapport à la conception des tiroirs, parce que j'ai énormément de questions qui reviennent sur le côté un peu flou des tiroirs, parce que c'est vrai que je monte l'assemblage mais je monte pas, enfin je monte au moment comment j'installe le tiroir, mais pas la conception en tant que telle. Donc je vous ferai une vraie vidéo sur la conception de comment moi je conçois, même si je sais que la conception que j'en fais des tiroirs n'est pas une méthode traditionnelle, avec une rainure, avec un fond enfilé, tout ça. C'est un fonctionnement qui est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Mais pour moi, ça fonctionne très bien et les clients me le demandent. C'est-à-dire qu'ils veulent que le tiroir soit dans le même esthétique que le dressing. Et des fois, quand j'ai pas de 16 mm, je n'ai pas le choix, je pars sur des coulisses comme ça. Et puis il y a aussi le coût, parce que forcément c'est des coulisses qui sont un tout petit peu moins chères que des coulisses Bloom par exemple, où on va être à 60-70 € la paire. Là on est plus sur les alentours de 35 €, donc forcément ça a un coût. Les clients des fois, je leur dis, c'est peut-être moins adapté, mais ils partent quand même là-dessus, donc c'est après c'est eux qui choisissent. Ensuite, qu'est-ce que j'avais comme question? J'avais une question pendant ma blessure, qu'est-ce que je compte faire au niveau de la société? Alors, c'est compliqué, c'est-à-dire que je peux pas me déplacer, donc du coup je peux pas aller faire de devis, de rendez-vous, de métrage. Donc là, les gens qui me contactent actuellement, je leur explique mon cas, ils comprennent ou ils comprennent pas, j'arrive à avoir des rendez-vous. Généralement, là, ce que je fais en ce moment, je demande à ce que les personnes mettent chez eux,
m'envoie des photos et je fais des devis par rapport au maîtrise du client, sachant que je vais faire de la conception sur place, donc je vais surcoter un petit peu certaines planches qui vont me permettre de compenser si jamais ils se sont trompés. Donc actuellement je fais encore des devis, j'ai des devis qui sont validés, avec chance on va dire que mon activité ne s'arrête pas au jour où j'ai eu mon accident, donc j'ai des devis qui rentrent, voilà, j'ai des contacts avec des clients, donc c'est encore c'est positif, même si j'en ai perdu, j'ai perdu beaucoup de chantiers, mais dans l'ensemble j'ai eu, on va dire, 60% des gens qui sont compréhensifs par rapport à ma situation et qui n'ont pas trouvé de gêne à ce que je décale mes chantiers ou que actuellement j'ai un client qui est en stand-by, c'est-à-dire que son dressing n'est pas fini et il comprend. Donc du coup, sur ce coup-là, je touche du bois, de la peau de singe comme vous voulez, mais j'arrive à avoir quand même une vie professionnelle malgré ça. Donc je fais encore des plans 3D, j'envoie des devis, j'ai des devis validés, des devis signés, donc là c'est plutôt bien. Mais pour mettre à contribution ce temps où je peux pas faire grand chose, hormis m'occuper de mes enfants et un peu de la maison, même si ça reste dérisoire parce qu'à une main je peux pas faire grand chose. Vous n'êtes pas sans savoir que sur Instagram j'ai fait quelques posts où je me suis acheté une imprimante 3D et moi j'aime bien tout ce qui est logiciel informatique et du coup je me suis dit mais quitte à avoir du temps perdu, essaye de concevoir de l'outillage ou des accessoires ou des gabarits qui vont te permettre à gagner du temps sur tes chantiers quand tu vas reprendre. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Donc là je vais vous montrer 2-3 petites réalisations que j'ai conçues ou piochées sur certains sites. J'ai pris sur le site qui s'appelle Thingiverse, donc en fait c'est des gens qui mettent à disposition des fichiers STL qui permettent de faire des créations sans forcément concevoir. Donc j'ai préparé ces petits supports là qui permettent de poser une planche dessus. On va pouvoir peindre un côté ou l'asurer ou vernir, retourner la planche et la reposer dessus et c'est tellement fin que ça laisse pas de marque et ça évite d'attendre de sécher. Donc voilà, donc j'ai fait ces petits supports qui sont bien pratiques. Je ne vais pas encore réutiliser forcément parce que je peux pas travailler. Ensuite, par rapport à mon rail Festool que j'ai décidé de me faire quelques accessoires. Donc bon là faudrait que je dévisse, faudrait que je prenne le temps, mais j'ai cet accessoire qui va venir en bout de rail et qui va permettre au tuyau et au câble de pas freiner sa course parce que si le tuyau il est un peu cannelé, je sais plus comment on dit, cannelé. Enfin, bref, il y a des petites aspérités, elles viennent s'accrocher sur le bout du rail et du coup là ça permet que ça soit pas freiné, qu'on soit pas stoppé dans la coupe, qui peut permettre de faire un éclat sur le mélaminé. Donc voilà, j'ai fait ce petit accessoire qui est plutôt pas mal. Et puis j'ai fait ce petit gabarit qui va venir, je vais pas le glisser parce qu'il est un peu trop juste et puis une main c'est un peu compliqué. Hop, donc c'est un gabarit qui va venir s'adapter comme ça, donc là il faut que je le glisse, mais à une main c'est compliqué, qui va venir se mettre comme ça, voilà, donc ça va faire une butée à 90 degrés, et en fait quand je vais venir plaquer ma planche de mélaminé, je sais que ma découpe sera forcément à 90 degrés. Donc voilà, cet accessoire existe chez Festool, mais je voulais essayer de le faire, voilà, j'ai pas de réel essai dessus, parce que forcément j'ai pas pu essayer, mais si je vois que c'est efficace, je vois pas l'intérêt d'aller dépenser de l'argent alors que j'ai pu le concevoir. Et puis aussi j'ai conçu ce petit gabarit qui, moi je pense, il va me sauver énormément la vie par rapport à tout ce qui est les poses des coupes de mes tiroirs. Actuellement je pose mon laser, je viens faire mes maîtres, je pose ma coulisse, je la tiens à une main, je fais des marquages, j'ouvre la coulisse, je refais d'autres marquages, ça glisse un peu et en fait c'est fastidieux parce qu'on a toujours une main qui tient la coulisse, l'autre main qui fait les marquages, même pour le vissage, tout ça et tout, je trouve que c'est contraignant. Et du coup je sais que Craig fait un système comme ça et je me suis dit en fait au lieu de l'acheter, je vais essayer de le concevoir et puis si ça marche pas, j'aurais acheté un système déjà tout fait. Donc en fait c'est un gabarit qui vient à gauche comme à droite. Donc en fait
vous avez votre planche qui est perpendiculaire comme ça. Donc vous avez votre montant de votre planche. On va venir poser le gabarit comme ça. On va venir prendre un serre-joint pour maintenir. Et en fait, il y a un petit gabarit qui vient se mettre à gauche ou à droite, parce qu'il y a deux encoches en fonction du côté où on est. Donc là, et on va venir après, vu que quand c'est maintenu avec le serre-joint, on va pouvoir venir poser la coulisse et elle va être maintenue par ce petit gabarit. Voilà, tout simplement. Donc, bon, là, forcément, ça marche pas, mais vous avez compris le système. Donc là, j'ai testé avec un serre-joint à la maison pour voir si réellement ça retenait la coulisse. C'est une coulisse de 50, elle ne bascule pas, bouge pas, et c'est très bien. Donc voilà comment j'occupe mes journées. J'essaie de concevoir et de gagner du temps là-dessus. Si ça intéresse quelqu'un, vous me le dites. Vous m'envoyez un petit message, et puis si vous voulez le fichier, si vous avez une imprimante 3D, je serais ravi de vous envoyer les fichiers STL. Et puis voilà. Ensuite, au niveau des questions, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas noté toutes les questions. J'ai essayé de condenser les questions pour répondre un maximum. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, j'espère dans cette vidéo que j'ai répondu à un maximum de questions. J'espère ne pas en avoir oublié. Après, si j'en ai oublié, que vous avez encore d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit, surtout vous n'hésitez pas. Hein. Vous posez les questions en commentaire et j'y répondrai, ça, il n'y a pas de souci. Je mets un point d'honneur à répondre à un maximum de commentaires, même si ça peut m'arriver d'en oublier. Je vous avais parlé dans la vidéo précédente que je préparais un concours pour les 7000 abonnés. Je suis toujours en travail dessus, donc ça va venir. Aujourd'hui, on a passé la barre des 7100, donc ça va vite, ça monte bien. Je vous en remercie toujours de cette fidélité, de toute cette bienveillance sur cette chaîne. J'ose espérer que ce que je vous montre ne vous lasse pas et que mon but c'est de montrer et c'est de partager. Alors peut-être que je suis des fois peut-être pas assez clair, mais tous les projets que je vous montre, c'est des projets professionnels, donc je peux pas non plus passer énormément de temps sur les explications. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai là pour y répondre, dans la mesure où je suis capable d'y répondre. En tout cas, j'espère que cette petite foire en question vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, peut-être qu'on en refera d'autres, pas forcément tout de suite, mais plus tard. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous répondre. J'ose espérer qu'on se recontactera pour d'autres choses. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo réponse vous a plu. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit commentaire et mettre un petit pouce bleu, c'est super important pour le référencement. Je vous dis à bientôt. Je sais pas si je vais sortir des vidéos prochainement, parce que là, mon bras ne me le permet pas. Mais je vous oublie pas, dès que je peux, je vous tiens au courant, je reviens très rapidement et je vous dis à bientôt. Ciao.